Bonjour. Merci beaucoup Léos Carax et Charles Gilibert de venir à la rencontre de nos étudiants aujourd'hui. Donc, j'ai préparé un petit mot assez court pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire donc qu'il est de tradition chaque année que les étudiants de la FEMIS choisissent un nom pour leur promotion. Et ce choix donne toujours lieu à des débats très animés. Et entre John Carpenter pour la promotion 2022 et Claire Denis pour la promotion 2024, c'est donc votre nom qui est sorti du chapeau parmi les dizaines de milliers de choix possibles et d'héritages dont ces étudiants pourraient se revendiquer. C'est dire donc l'importance de votre cinéma à leurs yeux, à ces étudiants qui se destinent à tous les métiers du cinéma et qui, évidemment, admirent votre cinéma baroque, follement ambitieux et déraisonnable, qui détonne dans le cinéma français, un cinéma de mise en scène qui convoque à égale importance les acteurs, l'image, le son et bien sûr la musique. Nous vous avons donc invité à venir à leur rencontre, comme c'est aussi un peu de tradition, à ceux qui sont un peu vos enfants, vos cinéphiles, comme dirait Serge Danet. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier donc Charles Gilibert et Christine Gazarian qui ont permis cette rencontre. Vous avez souhaité parler surtout d'Annette, votre dernier film, un opéra en plusieurs actes qui brasse dans un tourbillon chanté une histoire d'amour et de désillusion, de paternité fantasmée et de filiation dans un monde de spectacles plein d'ombre et de lumière et qui dénonce aussi beaucoup de travers de l'époque. Un film donc d'une ambition artistique folle qui brasse aussi à chaque plan énormément de références filmiques de cinéastes dont vous êtes vous-même le fils. Et un film aussi très ambitieux sur le plan de la production. On aura aussi l'occasion d'y revenir, j'imagine, avec vous, Charles. Et voilà, donc je voulais encore vous remercier d'être là, puisque c'est la première fois, je crois, que vous franchissez le seuil de cette salle de cinéma. Enfin, vous êtes déjà venu hier soir, je crois, pour la projection du film. Et je vous remercie et je vous laisse en tête-à-tête avec vos enfants de cinéma. Merci. Bonsoir à tous. Ça marche, non mais c'est pas grave. Donc, bon, Léos Carax nous connaît déjà. Du coup, Pierre-Jean, donc moi c'est Pierre-Jean, j'étais en scénario dans cette école. Anna qui est là, étudiante en son, et Karim, étudiant en production. Donc on a tous les trois préparé un plan pour cette rencontre. Mais évidemment, l'idée c'est qu'elle soit la plus ouverte possible au public, comme on vous l'a dit dans quelques messages. Donc Karim est dans la salle avec le micro et vous le fait passer dès que vous avez la moindre question. L'idée c'est voilà, que ce soit ouvert de bout en bout et surtout pas de vous donner un petit temps à la fin seulement. Je suis désolé, j'ai une autre introduction du coup, en plus de celle de Nathalie. Je voulais juste revenir sur une citation de vous que vous avez prononcée dans un entretien au Festival de Locarno avec Olivier Père en 2013. Vous disiez, donc je cite, que vers 16 ans, en découvrant le cinéma, vous avez eu le sentiment de trouver votre pays, votre île, une île que vous disiez entourée d'eau, dans laquelle on n'arrive pas facilement. Mais finalement, le monde, la vie et le cinéma, l'un est l'envers de l'autre. Quand on est dans le monde, dans la vie, il est difficile de la regarder, mais quand on est dans cette île, on peut peut-être mieux les voir, comme derrière une vitre sans teint, ou comme si cette île surplombait le monde. Je crois que personnellement, et je pense que beaucoup ici qui admirent votre cinéma partageront mon sentiment, que quand j'ai entendu cette phrase, quelque chose s'est éclairé dans mon rapport au cinéma et dans mon rapport à votre œuvre. Chacun de vos films était pour moi comme une île à pénétrer, à la fois protectrice, inédite, jamais vue, mais jamais hors sol. En définitive, ces îles servent toujours de révélateurs autant du monde que du cinéma. Donc aujourd'hui, l'idée sera de pénétrer le monde que constitue Annette, aussi bien dans sa fabrication que dans ce qu'il est en définitive. Parler d'Annette, donc, film tellement unique qu'on ne veut aucunement le réduire ici à des références, à de la cinéphilie, mot que je crois vous n'aimez pas beaucoup. Donc notre première question, c'est de vous demander comment s'est passée votre rencontre avec Annette, comment en avez-vous fait votre monde, alors que pour la première fois, vous n'en étiez pas l'auteur, le scénariste. Vous dites que pour faire un film, il faut qu'il soit impossible. En quoi Annette était impossible ?
peut-être j'oublierai des éléments en route, mais non, peut-être sur l'impossibilité, ce que je disais, c'est qu'au départ d'un projet, pas un film, mais au départ d'un projet, il me semble, par expérience, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça démarre souvent, l'excitation, peut-être, démarre sur une impossibilité. Là, elle était assez simple, enfin, il y en avait, en dehors des impossibilités de production qui peuvent être excitantes aussi, mais c'était un bébé chanteur, voilà. Donc, pour quelqu'un qui déteste le casting, on lui propose un projet avec un bébé de 0 à 5 ans qui chante, ça me mettait dans une confusion qui était intéressante. Et c'était ça, je crois que j'avais en tête quand je parlais d'impossibilité. Sur le reste, je ne sais plus ce que c'est. Pour la rencontre avec le projet, du coup, la rencontre avec les Sparks, l'arrivée de ce projet dans votre boîte aux lettres. Quand j'étais enfant, j'ai découvert la musique Sparks. Enfin, j'ai découvert 2 disques des Sparks dans les années 70. Que j'ai découvert par hasard, comme j'ai découvert Bowie juste avant, par hasard aussi. À 12-13 ans, par là. Et j'ai utilisé une chanson des années 70 d'un de ces 2 disques dans le film d'avant qui s'appelait Holy Motors. Et donc ces 2 frères, les Sparks, ces 2 frères de Californie, moi je pensais qu'ils étaient anglais, mais ils sont américains. 2 frères de Los Angeles qui ont la 70aine, je dirais aujourd'hui, et qui se sont jamais quittés. Enfin, ils vivent dans une bulle. Et donc ils ont vu le film d'avant et ils m'ont contacté avec un autre projet auquel j'ai dit non, et après avec la base de quelque chose qui était Annette. Voilà. Par rapport au scénario, nous on se demandait un peu comment, quand vous l'aviez reçu, quel a été votre travail dessus. Est-ce que vous avez retravaillé des choses? Est-ce que vous avez réécrit des paroles, du coup des morceaux? Alors, eux, ce qu'ils ont envoyé, c'est des chansons et 3 pages de l'histoire que raconteraient ces chansons. Et comme on a eu du mal comme il arrive souvent, à faire le film, il se trouve qu'on a eu 7 ou 8 ans de temps. Et donc, il a fallu inventer les personnages, oui, je pense qu'il reste des chansons quasiment intouchées du départ, mais assez peu. Puis à l'arrivée, on a 40 chansons, je crois, dans le film. Puis on a sans doute écrit 80, suivant quand je partais dans une idée, des choses qu'on changeait. Et c'était surtout, oui, le plaisir d'écrire des chansons. Enfin, j'avais découvert sur le film d'avant, j'avais écrit une chanson pour Kelly Minogue. Mais là, il y en avait beaucoup, et donc de coécrire, en fait, des chansons. Et puis ce qui est étrange avec un projet qu'on vous offre, c'est qu'il faut le faire sien. C'est comme une chanson, d'ailleurs, parce que ma peur, j'ai toujours voulu faire un film en musique, mais ma peur, c'était de ne jamais... Comment on rencontre un compositeur, enfin, comment on travaille avec un compositeur. J'en ai rencontré quelques-uns dans les années, quand j'ai commencé, parce que je voulais faire, dans les années 80, les compositeurs plus ou moins connus de l'époque. Mais je me disais, mais comment on fait? S'il m'envoie un truc que j'aime pas, qu'est-ce que je fais avec? Je peux pas le réécrire, je peux pas le réimaginer. Donc je suis coincé, et donc j'ai jamais fait de musique originale jusqu'à tard. Mais là, du fait que ça soit en quelque sorte une musique d'enfance, et le fait qu'ils soient les Sparks, les 2 frères, soient très humbles et doués et très rapides. On pouvait échanger à Los Angeles, moi à Paris, où des fois j'y allais, où ils venaient. On pouvait échanger vite. Moi, du coup, j'aurais une question à Monsieur Charles Gilibert.
Toujours sur cette impossibilité, est-ce que quand le film vous est venu, d'ailleurs, comment il vous est venu, et est-ce que vous l'avez trouvé impossible à fabriquer, quoi? C'est l'agent de Léos qui m'a contacté sur une position, une situation qui était un peu bloquée. Il fallait essayer de récupérer les droits et de mettre le film assez rapidement en production. C'est un film qui avait une longue histoire, qui avait été déjà transmis par d'autres producteurs. Et à la lecture du scénario, ce qui m'a plu, c'est que moi j'ai lu, en tout cas dans la fin du film, une forme de note d'espoir, de relation à la paternité, une forme d'ouverture qui m'a rendu très curieux, en dehors du désir évident de travailler avec Léos. Et donc on en a parlé ensemble, et Léos était très concentré dans son projet, en fait, dans des problématiques de fabrication, de mise en chantier, de sujets comme les marionnettes, de comment continuer à suivre la musique. Enfin, je pense que Léos n'a jamais cessé de concevoir et d'avancer dans son film, et qu'après les événements extérieurs, bon, c'est des turbulences, mais que j'ai rencontré un artiste au travail, quoi. Et donc, il y a un parti pris qui était de lui faire confiance dès le départ, et donc de trier les priorités pour pouvoir faire ce film dans les temps, puisqu'il fallait, on avait des impératifs qui étaient de tourner à l'été pour des raisons de casting, pour des questions de droit, enfin pour un tas de raisons. Donc de se poser la question de ce qu'étaient les braises vivantes du projet, enfin les braises encore chaudes à ranimer, à savoir les 2-3 techniciens essentiels, ces personnes qui faisaient les marionnettes, les interlocuteurs en musique. Comme le projet aurait dû se faire à plusieurs reprises, il y avait un certain nombre d'interlocuteurs importants qui ne croyaient pas à l'idée qu'il puisse être relancé. Donc il a fallu voyager pour les convaincre, pour incarner un peu cette idée que ça allait repartir. Et comme j'avais eu des mauvaises expériences dans le passé avec des castings américains, l'idée aussi, ça a été rapidement d'aller vérifier que le casting était en place, que les acteurs pouvaient réellement tourner ce film. Donc, voilà, grossièrement. J'ai une question de nouveau pour Léos Carax, qui est moins sur l'impossible que sur une autre notion, qui serait peut-être celle de la première fois. En fait, une chose m'a interpellé au tout début du film, après votre avertissement au spectateur et avant que la musique des Sparks ne s'empare de toute la bande sonore pendant tout le film. Vous citez un enregistrement, le tout premier enregistrement d'une voix humaine, où on entend un homme chanter au clair de la lune. Alors je voulais d'abord très précisément vous demander peut-être quel sens, ou si c'est pas du sens, qu'est-ce que vous vouliez raconter avec cette citation, et si c'était une manière pour vous de placer ce film comme d'une certaine manière représentant d'un art de la première fois, du jamais vu, du jamais entendu. Je ne sais plus pourquoi, mais sans doute par symétrie avec le film précédent, que je débutais avec des images de marais, de la chronophotographie, ce qu'on pourrait appeler les premiers plans, même si c'était pas. Et là, en fait, j'ai appris cette chose que jusqu'à il y a 15-20 ans, je crois, le premier son jamais enregistré, c'était une comptine en anglais. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, Marie a eu un petit agneau. Et qu'on a découvert il y a 20 ans qu'il y avait un enregistrement qui précédait, qui était au clair de la lune. J'aime bien au clair de la lune, mais ce que je trouvais un peu extraordinaire, c'est que le type qui s'est enregistré en train de faire au clair de la lune ne pouvait pas s'écouter, lui. Donc il a inventé un truc
qu'on a pu décoder plus tard, quoi. Et voilà, j'aimais bien ça, et ça fait partie aussi des... Sur ces 2 derniers films, je les commence un peu avec l'idée que je n'arriverai plus à faire de films, parce que ça a pu m'arriver d'être dans cette position, et que pour me rassurer, je les commence un peu comme des home movies, vous savez, des films de famille, ou des petits trucs qu'on produit sur son ordinateur. C'est pour ça que je suis dans les 2 films, c'est pour ça que ma fille est dans les 2 films, des fois mon chien, pour commencer avec le sentiment que bon, tout ça n'a pas beaucoup de conséquences, et que voilà. Pour continuer sur cette idée d'impossible ou de complexité, c'est un tournage qui avait l'air assez complexe techniquement aussi. Comment ça se passe pour vous dans ces cas-là? Est-ce que vous vous sentez pas parfois submergé par la technique qu'il y a autour, toute la machinerie? Ou est-ce que pour vous c'est plutôt galvanisant au contraire? Non, pour moi c'était mon tournage le plus léger, le plus... Et je pense en partie grâce à la musique. C'est-à-dire que j'avais l'impression de suivre la musique, ou ma musique, enfin, mais que du coup, si jamais je refais un film un jour, ça va être compliqué de revenir au mot parlé, quoi. Y compris dans la relation aux acteurs. J'avais... bon, ils chantaient, comment dire, live ou en direct. Et j'avais, moi qui ai toujours le sentiment de ne pas savoir diriger les acteurs ou quelque chose comme ça, avec la musique, ça me semblait beaucoup plus naturel. Il y a aussi le fait que la musique crée quelque chose, pas seulement pour moi, mais évidemment pour les acteurs, une fragilité, une vulnérabilité, et aussi une sorte de joie dans l'équipe. Là, on tournait en Belgique avec beaucoup de Belges. Enfin, c'était une jeune équipe avec beaucoup de filles et beaucoup de Belges. Et en quittant le studio ou le décor le soir, je croisais plein de gens qui sifflotaient l'air de la journée qu'on avait. Et ça apporte quelque chose dans le travail. Donc non, moi, ça n'a pas été compliqué. Je rebondis par rapport au jeu des acteurs. Vu qu'ils chantaient tout le temps, comment vous faisiez parfois en termes de chant? Est-ce qu'il a fallu faire parfois des compromis entre qualité du chant, qualité du jeu? Comment vous travaillez là-dessus? Ça commence toujours pareil, par le choix de... Quand on choisit quelqu'un, donc l'acteur, lui, était là depuis le début, l'actrice est arrivée 3-4 mois avant, je ne sais plus. Mais évidemment, j'avais pas choisi, c'était pas des chanteurs, c'était des acteurs. Donc, il fallait que leur façon de chanter me plaise. Mais après, c'était... chacun a travaillé un peu avec des coachs personnels ou des choses comme ça. Aussi parce qu'on devait réécrire les chansons un peu à leur niveau. Des fois, il fallait les Sparks chantent, enfin les Sparks. Le Sparks qui chante, qui s'appelle Russell, chante très très haut. Donc voilà, il fallait travailler un petit peu en amont. Mais même si je savais que ça serait tout chanté en direct. Et comme les acteurs se connaissaient pas, et moi je connaissais très peu l'actrice, Marion, elle venait d'être choisie. On a été à New York avec les acteurs et on a enregistré une 15aine de chansons, juste pour voir justement ces tonalités, pour voir qu'ils se connaissent, que je les connaisse un peu, que je vois comment ça se passait. Et voilà. Et j'aimerais juste revenir par rapport aux chansons, sur le choix du son direct, de chanter en direct sur le plateau. Est-ce que ce choix se joue aussi dans la volonté de trouver une sorte de fragilité, quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de l'artifice des comédies musicales? Je pense notamment à la séquence du procès à la fin, où il me semble qu'Adam Driver chante un peu plus haut que pendant tout le reste du film, ce qui apporte une espèce de fragilité supplémentaire, d'émotion. Ou dans la chanson de We Love Each Other So Much, il y a un moment où Marion Cotillard monte un peu plus haut.
est presque fausse un peu, et il y a une émotion très forte. Est-ce que c'est J'ai jamais imaginé faire un film en playback, enfin que ça soit chanté ou parlé, même si j'aime énormément les films de Jacques Demy, par exemple, qui n'allait pas seulement faire chanter en playback, mais remplacer les voix. Donc c'est vrai que quand on est dans un monde, ce que permet aussi les films chantés, on est déjà dans un degré d'irréalité, donc on peut rajouter une marionnette, on peut tourner Los Angeles à Bruxelles, enfin on peut faire ce qu'on veut. On peut toujours faire ce qu'on veut, mais alors on a disons un décor déjà là. Mais moi je pourrais pas, ça m'intéresserait pas de. Oui, il faut que ça soit là sur le plateau, ce qui se passe pour moi. Et puis c'est intéressant le son, c'est intéressant les voix, c'est intéressant si on leur demande. Il se trouve que dans les comédies musicales, les gens font rien en fait, ils chantent. Souvent ils chantent, des fois ils dansent. Moi, dans mon film on danse pas, mais ça m'intéresserait. Mais là ils dansaient pas. Mais je veux dire, ils vont pas aux toilettes, ils mangent pas. Un peu chez Jacques Demy, des fois il travaille, il va au garage. Bon, mais la plupart du temps ils sont sur scène et puis ils se parlent, enfin ils se chantent quoi. Donc là il y avait l'idée qu'ils allaient faire des choses, qu'ils allaient chanter sur scène mais aussi chanter dans la vie, et que il fallait que ça soit sensible. On avait dit qu'on ne parlerait pas de référence, mais dans le générique, j'ai quand même noté un remerciement à Stephen Sondheim, ce qui est un peu surprenant parce que pour le coup, c'est qui est compositeur de West Side Story, de Sweeney Todd. Donc pour le coup, la comédie musicale plus classique. Juste là, rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré chez Sondheim? Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à le remercier à la fin? Non, je ne dirais pas que Sondheim est classique. Il est justement assez révolutionnaire. C'est-à-dire que West Side Story, il est que écrit les lyrics, il n'a pas composé. Mais non, c'est venu principalement d'une chose, c'est que la chanson d'introduction qui s'appelle So May We Start, elle reprend l'idée de Sondheim dans un spectacle qui est une annonce aux spectateurs. Il a toute une chanson assez fine et drôle il prévient les spectateurs de ce qu'ils pourront faire et pas faire, voilà. Donc on a repris cette idée. Je change un petit peu de sujet. C'est par rapport au choix du. Enfin, il y a quelque chose qui m'a interpellé encore une fois dans le film. C'est, je crois vous avoir lu à l'époque de la sortie de Paula X dire votre agacement contre une forme de dérision de l'époque. Vous parliez notamment de l'humour Canal+. Et même s'il y a toujours de l'humour dans vos films, enfin souvent, dans les derniers, par exemple dans Merde in Tokyo ou dans Holy Motors, on peut être surpris de voir votre film reposer sur un personnage d'humoriste, de comique. Je me demandais comment vous vous étiez approprié cette figure. Je crois que je voulais parler de l'ironie en fait. J'aime bien l'ironie, où j'ai pu aimer l'ironie, où je peux l'aimer dans un livre ou dans un film. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a depuis un moment déjà, elle ne sert quasiment qu'à désarmer un peu tout. Donc, et comme les Sparks qui vivent dans cette bulle dont je parlais, qui est une bulle de pop et de fantaisie et d'ironie, parce qu'ils sont très ironiques, je craignais une contagion dans le film et que ça désamorce tout. Après, sur le personnage de Henri, qui fait de la... je ne sais pas comment on dit en français, comédien sur scène. Stand-up, voilà. C'était le plus dur, je pense, dans l'imagination du projet. C'était le plus dur, parce que d'abord, tout le film devait être chanté. Donc je me disais, il faut que je crée 2 spectacles d'un humoriste qui chante en plus. Et il faut que cet humoriste soit spécial. Comment est-ce c'est impossible. Enfin,
il y a eu quelques... Je connaissais un peu déjà le stand-up, ça m'intéressait. Il y a quelques génies du stand-up, il n'y en a pas tant que ça. Mais je veux dire, ils sont tout à fait irréductibles, ou on ne pouvait pas s'en inspirer, on s'en inspirait un peu, mais on ne pouvait pas. Voilà. Et je me sentais incapable, moi, je ne suis pas scénariste ou je ne suis pas raconteur d'histoire, d'écrire un spectacle drôle en chanson, d'un humour nouveau. Enfin. Puis je me suis... Bon, finalement, je me suis dit, je laisse tomber, tout n'a pas besoin d'être chanté. Je me suis dit, après, ça n'a pas besoin d'être drôle du tout, en fait. Il faut le personnage se présente et il présente sa relation au public, sa relation à ce qu'il fait, c'est-à-dire à ce truc terrible de devoir faire rire les gens, qui est, pour moi, serait un cauchemar d'aller sur scène. C'est un peu les cauchemars d'enfance, vous savez, où on se retrouve à poil à l'école, ou je sais pas. Donc, ouais, non, il n'y a pas... On va pas chercher des blagues, quoi. On voulait vous demander, par rapport à votre choix d'équipe, comment est-ce que vous choisissez les personnes qui vous accompagnent sur vos films? Est-ce que c'est des gens parfois dont vous aimez le travail? Est-ce que c'est des propositions qui viennent peut-être de la production aussi? Comment vient le choix des collaborateurs? Ah, ça c'est la vraie. Mon idée, c'est que j'aurais pas fait de cinéma si j'avais pas rencontré les bonnes personnes. Et qu'il en faut 2, 3. À 20 ans, c'était le chef opérateur de mes 3 premiers films, qui s'appelait Jean-Yves Escoffier. C'était un producteur, c'était une productrice. C'était l'acteur qui a joué dans ces 3 premiers films aussi. Et puis à l'époque, je prenais mes copines pour le rôle de la fille, quoi. Mais si on n'a pas 2, 3 personnes, moi je ne sais pas faire. En fait, j'ai pas étudié le cinéma. J'avais une phobie des études et des étudiants. Je regrette un peu aujourd'hui parce que je me dis j'aurais dû peut-être étudier, je sais pas, la philosophie ou quelque chose. Ça m'aurait intéressé, mais enfin bref, je n'en ai pas fait. Et donc, si je m'entoure pas bien, et bien donc, comme beaucoup de cinéastes, je sais rien faire. Je sais pas filmer, je sais pas enregistrer un son ni construire un décor. Si je m'entoure pas bien, je suis perdu. Donc, j'ai eu la chance à 20 ans de rencontrer ces gens-là. Puis après, comme il arrive, souvent le temps passe. Et puis, il a fallu trouver des nouveaux gens. J'ai chaque fois été chanceux, j'ai l'impression. Voilà. On rappelle que vous pouvez poser des questions s'il y en a déjà dans la salle, je ne sais pas. Si on n'a pas tout de suite, je voudrais revenir sur la question des décors, qui est quand même une problématique très importante. Dans le documentaire Baby Annette à l'impossible, ils sont tous tenus de Sandrine Vesset, qui revient essentiellement sur le travail de Estelle Charlier et Romuald Collinet, les marionnettistes du film. On voit, et je crois que c'est la première fois que vous avez travaillé là-dessus, me semble-t-il, que vous avez eu recours parfois à des fonds verts, notamment pour la séquence du stade à la fin. Comment avez-vous abordé ces scènes et est-ce que ça a été difficile pour vous qui aimez voir les choses sur le plateau? La scène du stade, enfin de l'hyperbole, à la fin du film, c'est très particulier. Parce qu'elle s'est baladée, cette séquence, par 1000 interprétations et 1000 budgets. Et à la fin, il ne nous restait plus rien. Donc, en gros, j'avais Adam et Marionnette devant un fond vert et quelques petits Belges qui jouaient un chorus de petits garçons américains et quelques gens de l'équipe qui jouaient des footballeurs américains.
et quelques pom-pom girls belges qui jouaient des américaines. Et donc, oui, c'était la découverte des fonds verts. Après, c'est ça qui est excitant avec l'argent, c'est que ça amène des trucs quoi, tout le temps, spécialement sur les décors, j'ai l'impression. De même qu'on tourne Los Angeles à Bruxelles, ça apporte quelque chose. Mais ça j'aime bien l'artifice, mais de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'étais réticent au fond vert, et je l'aurais pas fait comme ça naturellement de moi-même. Mais après, ça m'a fait découvrir. Voilà, je me suis mis à travailler en post-production sur ça, et avec des Belges que j'aimais bien, donc ça s'est bien passé. Pour rester sur les décors, est-ce que vous pourriez parler un peu plus des décors en général dans votre film, et peut-être plus particulièrement aussi le décor de la cellule à la fin du film, qui est assez saisissant. D'où vient-il ? Alors, comme c'était une coproduction franco-américaine, japonaise, mexicaine, belge, allemande, il fallait que je tourne en Allemagne. Il y avait une ancienne caserne de SS, je ne sais plus où c'était. Voilà, j'ai visité des décors en Allemagne pour la prison, et on a tourné dans un endroit où je sais pas, je crois parce que j'ai entendu que c'était assez sinistre comme endroit, mais il y avait cette cellule qu'on n'a quasiment pas transformée, elle était de ce verre-là, elle était comme ça, et les couloirs étaient... On a rajouté des grilles parce qu'il n'y avait plus de grilles, c'est presque un musée aujourd'hui, je crois. Je rebondis tout de suite, justement cette forte présence de verre dans le film. Annette, on voit beaucoup de verre dans le film. Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus ? Est-ce que c'était quelque chose que vous cherchiez dans les décors, justement, ou ailleurs, dans votre travail avec Caroline Champetier, ce qui vous semble important ? Ce verre, en fait, il remonte à deux films avant. Il y a, je ne sais plus quand, il y a 10 ans, 15 ans, j'avais pas tourné depuis longtemps, et on m'a proposé de faire un petit film au Japon, à Tokyo. Et donc, j'avais jamais tourné en digital. Et j'étais un peu coincé parce que je me disais, mais comment je n'y arriverais pas à passer au digital. À la fois le garçon dont je parlais tout à l'heure, Jean-Yves Escoffier, qui était le chef opérateur de mes 3 premiers films, et mon meilleur ami, comme un grand frère, disons, était mort peu de temps avant. Et je me disais, d'un autre côté, je me sens pas de faire de la pellicule sans lui. Donc c'est la rencontre avec la chef opératrice d'Annette, Caroline Champetier, donc il y a 12-15 ans, je sais pas, qui m'a permis de passer au digital, en fait. Et bref, je me suis aperçu à ce moment-là que j'avais jamais filmé la couleur verte, et qu'en pellicule, ça me semblait difficile des fois, le vert, et qu'il n'y a pas de raison que j'essaye pas, et donc j'ai imaginé ce personnage de Monsieur Merde, tout en vert. Et voilà, je suis tombé amoureux de cette couleur, et depuis je l'étale partout, et il n'y a pas de raison. Je repeins mon appartement en vert. On en a déjà un peu parlé, mais on peut peut-être revenir sur le choix de cette marionnette pour interpréter Annette avant la dernière scène. Je crois que pour le coup, c'était quelque chose qui n'était pas dans le scénario des Sparks. À quel moment vous avez décidé de donner le rôle à cette belle marionnette ? Non, en fait, les Sparks, quand ils m'ont proposé la chose, pour eux, c'était un disque. Ils avaient fait un disque, je sais pas comment on dit, un concept. Il y avait une histoire. Et ils pensaient le faire sur scène, donc Russell aurait fait Henry, Ron aurait fait
le chef d'orchestre. Et puis, penser à acheter une poupée, la mettre sur une chaise, et elle aurait fait la marionnette. Et il y aurait eu une chanteuse soprano pour faire les voix de femmes. Quand il s'agit d'en faire un film. Et donc, je suis resté là assez longtemps sans me poser trop la question de comment faire Annette, parce que ça bloquait et que ça me paraissait intéressant de ne pas savoir comment la faire, en fait. C'est-à-dire, je la voyais, mais je voyais comme une petite étoile dans un immense noir, et pour moi, c'était Annette, la petite Annette face au monde. Donc, j'avais que cette image-là. Après, quand il a fallu être plus concret, je me suis dit, bon, j'ai été voir du côté de la synthèse, la 3D, mais sans y croire. J'ai fait des essais, rien ne m'intéressait. Après, je me suis dit, il y a quoi? Il y a la 3D, il y a la robotique. La 3D, ça veut dire qu'Annette ne serait pas sur le tournage, en fait. Je ne pourrais pas la voir, la toucher, les acteurs ne pourraient pas la prendre. Ce serait... Bon, ça me paraissait impossible. La robotique, ça me paraissait... Je me dis, elle va avoir un moteur que je ne comprends pas, c'est pas possible. Il restait que la marionnette. Et voilà. Donc j'ai commencé avec des marionnettistes américains, après des japonais, et puis finalement c'est ce jeune couple, ce garçon et cette fille marionnettistes français. Donc Estelle qui a créé les têtes et Romuald qui a créé les corps. Et c'est quand j'ai rencontré Estelle qui m'a ensuite présenté Romuald. Voilà. Après, j'avais une image d'une petite fille lituanienne de 2 ans que j'avais connue quand j'avais vécu en Lituanie. Voilà, c'est l'image de départ. Donc c'est les premières esquisses de Estelle qui m'a dit c'est possible, on peut faire. Je vais pouvoir créer, grâce à elle, inventer une Annette. Ouais. Et Annette, ensuite, est interprétée par une jeune comédienne, pour le coup, dans la dernière scène si marquante qu'on a déjà abordée, Devin McDowell. Cette scène-là, j'imagine qu'en termes de direction, vous apporter d'autres soucis. Comment on dirige une si jeune comédienne qui doit en plus chanter et dire des choses aussi profondes? Est-ce que ça... Je sais pas, comment on aborde les sujets que Annette va aborder auprès de son père? D'abord, la séquence est arrivée assez tard. Je cherchais quelque chose. Je ne savais pas comment finir, en fait, parce que les Sparks finissent ça au tribunal. Et d'autre part, j'ai une fille moi-même. Donc, je me disais, il faut que je finisse avec père et fille, quand même, cette histoire. Et donc, j'ai imaginé cette chose, cette scène. Et après, je me suis dit, à nouveau, impossibilité. Je ne vais pas trouver une enfant de 4-5 ans qui puisse chanter, jouer et confronter Adam Driver. Et donc, on a trouvé cette petite américaine. Qui était la pire, en fait, qui était un degré de concentration de 3 secondes et demie. Mais quand elle était intéressante, elle était comme ailleurs par moment et tout ça. Et donc voilà, on s'est mis en cellule avec elle, avec une caméra, Adam et moi, et on est arrivé à arracher des choses. Je pense qu'elle n'a pas souffert. Mais bon, c'est spécial, les enfants. Dans ce cas-là, il y a une mère américaine derrière qui veut qu'elle fasse ça, quand même. Mais j'aime bien la mère. Enfin, c'est une enfant très spéciale, au sens... elle a besoin de se dépenser énormément.
Et elle me paraît intéressante. En termes de montage, on se posait des questions sur est-ce que le fait d'enregistrer des chansons en même temps à chaque fois, c'était une contrainte pour le montage? Et est-ce que du coup vous aviez déjà un découpage très précis, une idée de montage assez précise de ce que vous vouliez faire? Et est-ce que vous aviez beaucoup de choix pour le montage, beaucoup de valeurs de plans différentes pour chaque séquence? Ouais, j'ai dit que je savais rien faire. Il y a un truc que je sais faire, c'est, je n'ai pas appris non plus, mais que j'ai appris sur les films, c'est le montage, parce que j'ai toujours aimé ça, et que j'ai pas sur le premier film, mais depuis le second métrage, j'ai la même monteuse, Nelly Quétier. Et que j'aime bien travailler avec elle, j'aime bien travailler le montage, donc mais le montage n'était pas différent, je dirais. C'est-à-dire que j'ai tourné du fait de ce chant en direct. J'avais tendance à vouloir que les chansons soient une seule prise. Bon. Des fois avec 2 caméras, il me semble. Mais non, j'ai pas non plus le souvenir qu'on ait coupé grand. Enfin, on a enlevé des chansons, on a coupé des choses, bien sûr, mais ça a été long à trouver parce que je sais pas pourquoi. Oui. En fait, on a été aidé par le Covid parce que le Covid est tombé au moment où le film devait être livré à Cannes et je me sentais pas prêt du tout, mais à cause de la production. J'étais obligé de livrer. Et puis le Covid est tombé pile ce jour-là. Donc on est parti à la campagne avec la monteuse, puis on a tout remonté. Et là, c'est ce qu'il faudrait toujours faire, même que je pense que la première semaine de tournage, il faut les mettre à la poubelle parce que tout le monde veut bien faire. C'est pas très naturel, à part peut-être les gens qui tournent beaucoup un film par an, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est naturel pour personne de se retrouver avec des étrangers, de faire un truc. Donc les gens ont tendance à être trop concentrés ou trop bien faire au début. Ou à pas savoir faire aussi. Mais souvent les débuts sont maladroits. Alors, on n'avait pas prévu cette question, mais justement par rapport au Covid, Charles Gilibert peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler de cette période-là? Est-ce que ça a été pour vous cette même libération ou une source d'angoisse terrible de devoir repartir et au Nelly en montage? Non, je trouvais ça bien qu'on ait plus de temps de montage en fait. C'était, d'ailleurs sur plusieurs films sur lesquels je travaillais à ce moment-là, ils en ont tous bénéficié. C'était une petite leçon quand même sur le temps qu'on donne à la production, au travail et le rapport au festival, etc. Donc non, je trouvais ça très bien. Après, d'un point de vue purement pratique, sur un film de cette ampleur, de générer un an supplémentaire de frais financiers, c'est cauchemardesque. Mais donc voilà, ça a posé des problématiques financières, mais j'étais moi-même plutôt content qu'on ait plus de temps pour travailler. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Ah bon. Une question pour Charles Gilibert. En tant que producteur français, comment est-ce qu'on travaille avec un acteur américain d'envergure internationale? Quel est le processus? Quels sont les défis? Et du coup, derrière, une question pour Léos Carax. Comment est-ce qu'on travaille avec un acteur qui a une méthode différente, potentiellement, d'un acteur ou d'une actrice française? Merci. Le premier défi, c'est que c'est extrêmement différent, réellement. Donc, c'est vraiment j'ai travaillé 2-3 fois aux États-Unis sur des films avec Olivier
Olivia Sayas, avec Walter Salles, enfin avec des acteurs américains. Et c'est vrai que la relation aux agents, aux managers, aux avocats, la façon de les approcher est vraiment extrêmement différente. Donc l'idéal, en effet, c'est d'y aller avec un auteur qui connaisse et qui a une vraie reconnaissance et avec laquelle les acteurs ont envie de travailler. Et après, il y a aussi une façon de poser une offre. La façon dont les offres se posent est quand même... il faut être très pragmatique, très direct. Là, en l'occurrence, notamment pour Adam Driver, il était attaché au projet, il y avait une relation directe entre Léos et lui, donc ça facilite beaucoup les choses, même si jamais on arrive un peu au deuxième degré de complexité, qui est en tout cas sur un projet comme ça, qui est vraiment qui est le pay or play, c'est-à-dire que les Américains considèrent que on leur parle à partir du moment où le salaire est entièrement versé sur un compte en banque, et si jamais le film ne se fait pas, l'argent est perdu. Et comme tout s'est fait extrêmement rapidement, parce qu'il y a une très longue période de négociation des droits pour récupérer les droits du film, et du coup je pense qu'on a eu peut-être 6 mois entre le moment où véritablement j'avais le film en main et le moment où on a tourné. Et du coup, il a fallu prendre des engagements vis-à-vis de l'acteur sur des questions de fabrication. Bon, c'est annexe, mais que sont la marionnette, la musique, etc. En fait, des engagements très lourds à un moment où on ne savait pas du tout si on arriverait à financer le film. Donc, c'est vraiment ce rapport au cash, quoi, qui est, pour le dire assez simplement, qui est propre aux anglo-saxons et qui fait qu'en production, il y a un degré de risque extrêmement élevé au départ, et l'idée que, comme les sociétés de production se montent pour faire un film, se démontent ensuite, etc., l'idée que vous puissiez partir dans le mur parce qu'à un moment, il n'a plus envie de le faire, ou il demande trop d'argent, il rehausse ses ambitions à 2 mois du film, etc. Alors vraiment, ils n'ont vraiment rien à faire, même si vous appréciez beaucoup et qu'il y a un rapport avec le metteur en scène, etc. Donc c'est... on peut vraiment se brûler, mais en l'occurrence, il y avait une envie forte d'Adam de faire le film, même si jamais il avait de sérieux doutes sur l'idée qu'il se ferait. Et du coup, l'argument financier, c'était une façon aussi de s'assurer qu'on allait le faire, quoi. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure, sur les bien s'entourer, c'est-à-dire tout ce qui chez un acteur, enfin Adam, disons, tout ce qui dépasse, c'est pas moi qui m'en occupe, j'en suis assez protégé. Si un acteur ou une actrice veut un chauffeur ou un appartement comme ci, comme ça, ou si... Tout ça, donc moi j'étais dans... Non, pour moi c'était Adam, il y avait pas de... De toute façon, je sais pas si lui a une méthode, moi j'en ai pas. Et je suis pas directeur d'acteur, je crois pas. C'est mon gros boulot, c'est de choisir, de pas me tromper. Donc en dehors de ce que j'ai raconté sur la musique, qui m'a rendu les choses plus faciles, il me semble, ou plus naturelles, j'ai travaillé comme je travaillais avec Denis Lavant, l'acteur français avec qui j'ai fait 3-4 films. Quand on regarde Annette, on a l'impression qu'on marche dans un grand jardin et qu'il y a quoi à regarder. On a le temps de s'arrêter, d'observer des choses différentes. Et que j'ai pas envie de réduire à un genre précis, mais on traverse plusieurs genres différents. Comment vous débarrassez des genres différents et les références pour faire votre propre cinéma? Vous parlez des cinéastes d'avant? Des genres, j'avais compris, des gens. Comment je me débarrasse des gens? Un problème que je connais bien, mais les gens,
Parce que j'ai jamais été très intéressé, en fait. Mon début de... Enfin, j'appelle ça découvrir le cinéma, mais j'avais été enfant au cinéma, bien sûr. Mais j'étais enfant, j'allais voir Charles Bronson, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra. Donc le début, dans l'adolescence, où il y a la conscience, on dit il y a forcément quelqu'un, et puis à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'était surtout des hommes. Il n'y a quasiment pas de femmes cinéastes quand j'étais jeune, et il y en a plus aujourd'hui, mais pas tant que ça. Donc c'était un homme qui filme une femme. Et moi je suis arrivé, quand je suis arrivé à Paris, ce que j'allais voir à la Cinémathèque, c'était les films muets. C'est là que se sont créés les genres d'ailleurs, mais moi j'allais voir un film muet, puis je me disais tiens, le type s'appelle Vidor ou Griffith, je vais aller voir un autre film, et puis l'actrice s'appelle etc. Et je vais aller voir un autre film d'elle. Et donc voilà. Et puis après j'ai fait, en même temps je découvrais je sais pas quoi, le cinéma allemand, le cinéma de la Nouvelle Vague, Robert Bresson, etc. Je me suis jamais intéressé aux genres. On m'avait posé la question souvent sur Holly Motors, parce que dans Holly Motors, le film est composé le personnage joue plusieurs... Enfin, l'acteur joue plusieurs personnages. Et on pourrait dire il y a un peu de science-fiction là, il y a un peu de comédie là, mais non, je pense pas comme ça. Là, de toute façon, si on pense... Enfin, la comédie musicale, c'est encore un peu différent, puisque de fait, je savais que je faisais une comédie musicale, enfin, même si comédie, c'est pas passer les mots, mais il y a toujours forcément l'ambition de réinventer. Donc, ce qui aide, en dehors de tout ce qu'on a dit, l'argent, où va l'argent, est-ce qu'on peut tourner là ou pas, comment est-ce qu'il faut inventer face au manque d'argent. Ce qui aide aussi, c'est qu'on était tous amateurs, c'est-à-dire personne dans l'équipe n'avait fait de comédie musicale. On avait 2 personnes, je sais plus, une Australienne et un Anglais, qui en avaient fait, et qui, si vous voulez, c'est un peu comme tout. Moi, j'ai le sentiment que j'arrive avec mon chaos, et il faut que j'ai 2-3 complices autour qui comprennent ce chaos, qui s'y intéressent, mais qui soient précises, elles. Et après, le film navigue entre le chaos et la précision. Et donc, quand je sentais que notre amateurisme pouvait mal virer, c'est-à-dire quelque chose, je sais pas, qu'on appellerait peut-être trop kitsch, j'avais ces 2 spécialistes du genre, pas loin, qui pouvaient m'aider, en tout cas à savoir comment on ferait si on était des vrais, quoi. Et pouvoir voir en quoi ou pas ma façon de faire était vraiment ce que je voulais. Regarde le film, on voit des références, on sait que vous appréciez tel film, on traverse par ça, il faut vous approprier. Comment vous passez par cinéphile pour arriver à lire? On n'entend pas, c'est juste pour vous dire, on n'entend pas les questions. C'est parce que... Les questions Bon, je vais pas la répéter. J'ai bien entendu, c'est quand on passe de cinéphile à réalisateur, c'était ça? Non, en fait, on passe. Je ne crois pas qu'il y ait, à part les pionniers, il y a encore un pionnier peut-être. Il n'y a pas de réalisateur qui n'a pas été spectateur. Donc c'est ça, c'est vraiment ce truc étrange de passer de cette place-là à l'autre. Donc moi, ce qui est peut-être un peu particulier, mais c'est arrivé à d'autres, c'est que
commencé le cinéma en même temps que je découvrais le cinéma. Je n'ai pas d'abord découvert et ensuite fait mes films. C'est-à-dire les 5-6 années où j'ai découvert le cinéma, j'ai fait des films. Et jusqu'à mon deuxième film, je dirais. Et donc je pense, par exemple, que ces premiers films sont comme des signes de gratitude, ou peut-être qu'on sent trop la gratitude que j'ai d'avoir trouvé cette île, justement, dont je parlais. Et qu'il y avait donc cet amour du cinéma, cette dette que je pensais rembourser en faisant ces films. Après mon second film, j'ai commencé à aller de moins en moins au cinéma. Pourquoi, je ne sais pas. Mais peut-être aussi parce que je ne sais pas combien de films on peut... Ils sont toujours là, les films que j'ai vus à 16 ans, ou à 19 ans, ou à 25 ans, ou à votre âge. Ils sont là. Je les revois rarement. Peut-être des fois j'en ai montré quelques-uns à ma fille, mais sinon c'est rare que je revoie, ou que je vois des nouveaux films. Mais voilà, et donc tout ce qui peut être cet amour du cinéma dans Annette, par exemple, est très rarement conscient pour moi de tel film ou tel film. Il est là où j'habite, cette île, et puis... oui, alors que plus jeune, je pense que j'avais beaucoup plus conscience de ça. Et c'est aussi qu'il y a la conscience à un moment, d'une certaine façon, que chacun doit s'inventer son classicisme, chacun doit devenir, même aussi expérimental soit-on, il faut s'inventer. Je ne sais plus quel écrivain américain parlait de ça, ou un poète américain qui disait il faut inventer un goût. Il faut inventer un goût, et que ce goût est partagé ou pas, ça c'est un autre problème qui concerne plus les producteurs. Mais il faut inventer un goût. Et voilà, donc forcément que jeune, ce goût est très lié à cet amour du cinéma tout récent. Vous parliez de cette façon d'éviter de sombrer dans votre amateurisme ou dans le kitsch. Il y a une personne dans la musique dont on n'a pas parlé, puisque la musique est écrite et composée par les Sparks, mais elle est arrangée par Clément Ducol et orchestrée. Est-ce que cette greffe entre l'univers des Sparks et l'univers de Clément Ducol était une manière pour vous justement d'éviter ce côté kitsch, ou peut-être le côté clip qu'il peut y avoir dans une certaine musique pop Non, je ne sais plus comment c'est venu. Je pense si, je sais comment c'est venu. C'est qu'à un moment où quand le film a commencé, c'était une production américaine, puis après c'est devenu français, puis après ça a fini avec Charles, français, enfin et toutes les coproductions que j'ai annoncées. Mais à une époque, j'étais frustré parce que les Sparks étaient là-bas, et je voulais essayer des choses en musique. Et donc j'ai rencontré des musiciens français, et j'ai rencontré Clément Ducol, et donc on a été en studio avec des musiciens de rock, essayer des choses, d'autres tempos, essayer de ponts, essayer de voir comment ça... Y compris avec des chanteurs aussi, un anglais, une américaine. Voilà. Et suite à ça, je me suis dit, mais ça serait intéressant, effectivement, d'avoir Clément Ducol, qui est beaucoup de choses, enfin, arrangeur, chef d'orchestre, arrangeur, de lui demander qu'on essaye ensemble, puisqu'il était aussi à Paris, en France, qu'on travaille ensemble certaines choses. Et donc j'ai travaillé, là ça a été un des heures que j'ai eu avec les Sparks, de faire admettre, de reprendre leur musique sans eux, quoi. Sinon, la plupart des chansons sont Sparks, enfin, je veux dire le son, les Sparks. Retravaillé plus ou moins, mais Sparks, ouais. Et Clément, je sais pas, j'ai peut-être une dizaine de titres
plutôt certains titres lents. On a complètement enlevé tout le groupe des Sparks et on a rearrangé. On arrive au bout de la rencontre, donc voilà, si vous avez encore des questions dans le public. Moi, j'aurais une dernière question. Enfin, comme on est sur le son des Sparks, justement, j'aurais bien aimé parler du moment du mixage avec Thomas Godert. J'ai l'impression que la place de la musique est assez bien trouvée, qu'elle se place parfois presque comme une ambiance un peu, qu'elle ne vient pas forcément tout écraser. Comment vous avez réfléchi là-dessus au moment du mixage ? Mais ça, c'était une peur même avant le tournage, quand on a autant de chansons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films musicaux qui ont autant de chansons. Je crois qu'on a presque 2 heures de 1h50 de chansons, je sais pas. C'est que ça fait pas un jukebox. Donc c'était trouver l'équilibre entre comment ça chante, quand ça rechante, quand ça s'arrête de chanter, etc. Ou comment on place d'une chanson à l'autre, ou même pour les oreilles. Mais moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Et parmi les libertés que donne la musique, il y a une chose, c'est que quand la musique s'arrête, c'est pas le même silence que quand quelqu'un s'arrête de parler. Et ça, on peut vraiment jouer avec ça. Donc j'ai aussi un peu déconstruit certaines chansons pour pas qu'elles aient trop un début, un milieu, une fin, etc. Il fallait au montage, on pouvait, et jusqu'au mixage d'ailleurs, on pouvait changer un peu les chansons. Bonsoir. Ici. Juste justement pour rebondir un peu là-dessus, parmi toutes les scènes dans le film qui chanter ou parler ou qui alternent la parole et le chant, il y a cette scène avec le chef d'orchestre, joué par Samuel Alberg, qui parle tout le temps conduisant l'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cette scène et de comment vous l'avez réalisée ensuite ? La chanson existait avant que j'arrive. On a changé les lyrics, mais l'idée du chef d'orchestre, et il raconte ses trucs et il s'interrompt pour diriger, c'est Sparks. Après, la question, c'est comment c'est fabriqué. Il me semble que je l'ai fait au plus simple, en fait. On l'a fait au plus simple. Il y a un élément, j'ai souvent pensé à ça sur les tournages, et je pense à ça quand c'est moi qui imagine mes propres films, même si celui-là vient pas de moi. C'est qu'il faut penser au tournage, en fait, dans l'imagination d'un projet. Il ne faut pas seulement penser à je sais pas quoi, mais il faut... Par exemple, j'ai fait des tournages dont je savais qu'ils seraient un peu difficiles ou très difficiles pour les acteurs. Il faut leur donner des moments, je sais pas, où ils sautent en parachute, où ils dansent ou quelque chose, pour que même s'ils sont en train de se préparer d'une façon un peu difficile, ou si le film nécessite des choses, ils savent que le 25 août, ils doivent danser ou ils doivent faire une pirouette ou quelque chose qui les garde à la fois physiques et qui les permet de ne pas tourner ma boule. J'ai eu des tournages qui étaient assez difficiles et très longs des fois. Voilà, donc c'est important ces jours. Et de même pour l'équipe. Comme mes tournages sont longs, il faut que l'équipe soit passionnée chaque jour. Et là, il y avait la possibilité, avec cette chose simple d'un type qui parle et tout en dirigeant un orchestre, etc. Et c'était au début du tournage, on l'a tourné. Moi, je ne connaissais pas cet acteur qui joue le chef d'orchestre, Simon. Je l'ai pris par défaut, c'est-à-dire je trouvais pas de... Ça faisait 6 ans que je cherchais, j'en avais rencontré un mec qui puisse jouer du piano, chanter, qui
qui me déplaisent pas, qui soient intéressants en couple avec Adam, enfin en contraste avec Adam, etc. Donc j'ai pris celui qui voulait le plus jouer le truc, quoi. Ce qui est pas toujours une bonne idée. Là, je suis très content d'avoir pris ce type. Je l'ai jamais vu jouer, j'ai toujours jamais vu jouer en dehors d'Annette. Mais il y avait l'idée, bon, il faut le mettre dans le truc, il faut que moi je apprenne à le connaître. Et puis on avait commencé, il y avait l'idée, il faut connaître l'équipe aussi, il faut que quelque chose. Et donc on pouvait s'amuser au cinéma, comme on dit, au sens dont je parlais quand j'étais jeune, où je voulais m'amuser avec le cinéma et tester tous les outils du cinéma. Donc là, on avait un travelling, on avait un orchestre en direct, tout est chanté live, et joué live. Et donc ça mettait l'acteur dans un truc on se connaissait, ça le mettait forcément. Ça nous mettait. Voilà. Un endroit qui était bien pour le reste du film, pour le tournage. Donc. Bonsoir, j'avais une petite question. Je voulais revenir sur vous avez parlé du fait que vous avez du mal à diriger les acteurs. Mais je trouvais que, notamment avec Adam Driver, il y avait un rapport au corps et au jeu non-verbal. Et je voulais savoir comment vous abordiez ça avec vos comédiens, si vous avez du mal à les diriger ou voilà quoi. Non, je voulais pas dire que j'avais du mal à les diriger. Enfin, on peut avoir du mal à plein de choses sur un tournage, mais je voulais dire ce sentiment de pas le savoir. C'est-à-dire, pour parler, je serais incapable de faire du théâtre, de diriger un acteur sur un. C'est-à-dire que sans la caméra, j'ai aucune envie de rencontrer un acteur. J'ai aucune envie je me fais l'effet d'être un con, quoi, si j'étais avec un acteur et sur un plateau. Donc c'est vraiment le choix, cette chose du cinéma qui est mystérieuse quand même, qui fait que quand il y a une caméra, un acteur et puis quelques personnes de confiance autour, il me paraît que si on a bien choisi encore une fois l'acteur et que si avant le tournage, on a fait un certain chemin qui passe très peu par la parole, mais il faut quand même essayer les costumes, il faut quand même essayer la démarche, il faut quand même essayer. Moi, j'aime bien mettre des postiches, des machins, on se rencontre quand même. Si on a bien fait ça, voilà. Mais c'est aussi moi, j'ai tourné avec très peu d'acteurs. J'ai repris les mêmes. Enfin, Denis Lavant, comme j'ai dit, j'ai appris 3, 4, 5 fois. C'est pour ça aussi, parce que les seules fois où j'ai fait vraiment du casting, c'est pour à part Annette, c'est pour des petits rôles. Parce que ça m'a toujours paru impossible, cette idée qu'on va choisir, en dehors du fait que c'est très violent le casting, parce que c'est quand même dire à quelqu'un t'es trop grosse ou trop grande, ou t'es trop petit, ou t'es trop jeune, ou t'es trop vieux, ou t'es trop brun, ou je sais pas quoi. C'est pas très naturel comme relation. C'est toujours mieux d'imaginer un projet pour quelqu'un. Le problème avec ça, c'est que si ce quelqu'un dit non, c'est très compliqué. Il y a des projets que j'ai pas faits parce que soit je les ai imaginés pour personne et après je trouve pas. Voilà. Et il faut. Mais ça c'est moi. Enfin, la phobie du casting, c'est pas indispensable. Je voulais savoir quel était votre rapport au numérique en fait, et au numérique et à la création du coup, ce lien-là, par rapport au fait que vous disiez tout à l'heure du coup que avant Merde vous n'aviez pas tourné en numérique et puis voilà, je pense à dans Holly Motors, voilà la partie la séquence motion capture. Et dans Annette aussi, à la fin, à l'Hyperbole, voilà quelque chose qui, je pense, est assez synthétique. Enfin, cette foule là dans le stade, c'est presque juste des points lumineux, quoi, et le monolithe. Voilà. Donc, je voulais savoir comment
vous envisagiez ce lien-là. Je suis parti de la situation. La situation, c'est je peux pas me permettre. De toute façon, je ne pouvais plus me permettre de faire des films en pellicule. Quand je faisais des films en pellicule, que j'aimais beaucoup, on voyait des rushs tous les soirs de ce qu'on avait tourné la veille. Et moi, je voulais toujours tout refaire. Donc, mes tournages s'éternisaient. Et des fois, les budgets aussi. Donc, j'étais arrivé un peu... Donc je me suis dit à un moment où je n'avais pas à tourner pendant longtemps, je me suis dit si je veux faire un film, il faudrait que j'arrive au digital, mais avant la rencontre avec Caroline, je ne voyais pas trop. Mais ce qui a déclenché le fait que finalement je me sente bien, c'est que j'ai arrêté de voir les rushs justement. À partir du moment où j'étais en caméra digitale, je ne vois plus les rushs, donc je ne veux rien refaire a priori. Je refais des choses quand même, et puis comme je monte en parallèle, avec retard, je vois quand même ce que j'ai pu tourner au début, etc. Mais les problèmes du digital ou les problèmes, enfin disons-le, je ne suis pas attaché au digital comme je l'étais à la pellicule. C'est ce que tout le monde sait. Enfin, on a le sentiment que si on voulait en post-production, on ferait ce qu'on veut. Donc, il y a un moment aussi, on fait pas. Si on se met pas un peu en danger ou avec l'équipe et avec ce qu'on fait, c'est sans fin. On peut filmer de jour et faire la nuit. On peut filmer ce qu'on veut et en faire quelque chose en post-production. Donc, il faut se donner avec l'équipe image, il faut se donner des limites à chaque projet, ou pas des limites, mais des interdictions pour aller inventer quelque chose. Une dernière question dans le public et après j'aurai une question de conclusion. Je voulais juste savoir si pendant le tournage d'Annette ou dans votre carrière en général, vous avez fait des erreurs qui vous ont appris quelque chose sur le cinéma. Juste un exemple peut-être. Il y a tellement d'erreurs humaines possibles que déjà je ne revois pas mes films, donc les erreurs, je sais, je les gomme, elles sont plus là. Non, je pense que les erreurs, j'en ai parlé. Mal s'entourer, c'est terrible. Ça m'est arrivé sur un film. Après, il y a des choses intimes, c'est-à-dire le rapport à ce qu'on fait, le rapport avec qui on tourne, si c'est des gens intimes, tout ça, il peut être dangereux. Après, il y a aussi l'entêtement qui peut être dangereux. J'ai pas d'erreur précise à vous donner. J'aurais une toute dernière question du coup, en revenant sur une citation de L'homme sans qualité de Musil, sur laquelle vous êtes revenu dernièrement, à l'occasion de la sortie d'Annette. La beauté est le signe que quelque chose a été aimé. Je voulais savoir si le fait que vous reveniez sur cette phrase au moment d'Annette avait un sens par rapport à ce film en particulier. Est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus pour conclure? Non, j'y pense à cette phrase souvent, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la beauté, quand on est jeune, on la cherche. Et ce que c'est que cette recherche de la beauté, comment elle peut être d'abord destructrice, mais aussi elle peut être... parce que je ne sais pas si la beauté est quelque chose qu'on peut rechercher. Ce que dit Musil, que la beauté c'est l'amour, enfin que la beauté
C'est l'amour qu'on met dans son travail, c'est l'amour qu'on projette ou qu'on... Même si cet amour, en tout cas d'Annette, je ne parle pas de l'amour au sens des personnages ou de... C'est pas un film aimable, c'est pas un film... mais c'est dans l'amour du travail, dans l'amour de travailler ensemble aussi, d'un travail ensemble. Mais c'est aussi dans le choix. Quand je parle pas faire de casting et de choix, il faut je sais pas si j'appelle ça de l'amour pour les acteurs, mais il faut quelque chose qui est de l'ordre d'un désir. Et c'est ça qui, d'après moi, pour moi, j'ai pas besoin d'acteurs qui ont des méthodes ou des... J'ai travaillé avec des acteurs qui pouvaient être bons dans tous les films qu'ils font. Et j'ai travaillé avec des acteurs qui sont soit très bons, soit très mauvais d'après moi. C'est-à-dire, suivant avec qui ils travaillent, etc. Les deux sont intéressants, mais j'aurais toujours tendance à préférer celui qui est bon qu'avec moi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est quand je sens que ce qu'on fait ensemble, ça ne pourrait pas exister ailleurs. J'ai eu ce sentiment avec Denis ou avec Adam. Voilà, c'est peut-être prétentieux ou arrogant, mais c'est un sentiment dont j'ai besoin. Merci infiniment pour vos réponses et votre venue. Merci à vous.